Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le Gabon, qui n'est pas en marge, a décidé de vous dédier ce plateau spécial organisé ou sinon co-organisé par le ministère de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au développement chargé des luttes contre les violences faites aux femmes. Plusieurs personnes me rejoindront sur ce plateau, des magistrats, des responsables d'organisations non gouvernementales, des psychocliniciens, des médecins et aussi le ministère en charge de la famille. Toutes ces personnes viendront nous dire comment se passe la lutte contre les violences faites aux femmes au Gabon. Restez avec nous. Il y aura également le public qui est là charmant. On va l'applaudir. Ce public qui posera des questions, public composé de personnes issues d'organisations non gouvernementales, mais plus encore d'étudiants, donc qui sont venus savoir de quoi il en retourne, de quoi demain sera fait concernant ces violences faites aux femmes. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Justement, pour en parler, celle qui sera avec moi durant toute cette émission, durant les 52 prochaines minutes, a été ministre en charge de la famille et les magistrats, Madame Honorine Zebitege. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bienvenue. Merci. Et juste à ma gauche, il y a Madame Hervo Akendengue qui, elle, a été victime de violences. Pour une bonne entrée en matière, il faut, avant que de définir ces violences-là, savoir de quoi on parle, de quelle violence avez-vous été victime. Déjà, bienvenue. Merci à vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau spécial. Vous avez été victime de violences. Pouvez-vous commencer par la nommer et comment vous êtes parvenue à la transcender? Je vous remercie. Je suis la première femme gabonaise, dame, à dénoncer le harcèlement moral. Il n'y a aucune différence avec le harcèlement sexuel ou physique. Il n'y a pas l'un qui est plus important que l'autre. J'ai été séquestrée, ma dignité a été bafouée, mes droits, mon bureau a été défoncé. Je connais mes droits, c'est important. J'ai appelé un huissier pour faire le constat. J'ai eu gain de cause, c'est ce qui est important de dire parce que j'ai brisé le silence. Il est question de sécuriser les victimes que nous sommes. Je suis sécurisée, mais combien le sont? Et les Marie-Sylvie Hervo Akendengue, elles n'existent pas qu'à Libreville. Elles sont à Boué, elles sont à Tchibanga, elles sont à Oyem, Meyoké, à Omboué, à Lambaréné, à Fougamou. Dans les 9 provinces du Gabon. Et il est important également de dire que j'étais rétablie dans mes droits parce que arbitrairement, je n'ai pas eu de salaire pendant 11 mois. Je veux juste dire ceci. C'est que personne ne doit parler à notre place. On ne doit pas rester victime toute notre vie. Quand vous dites notre, vous parlez des victimes? Oui, parce que je suis, on va dire, le porte-flambeau. On ne peut pas parler à notre place. Donnez-nous la parole. Personne ne me l'a donnée. Mais qui doit vous la donner si ce n'est vous-même? Briser le silence. Voilà, c'est d'ailleurs le thème international. C'est pour dire que que ce soit des associations et autres ne peuvent pas exprimer ce que nous pensons. D'accord, très bien. Et on vous retrouve tout de suite. Le temps pour nous de nous retourner vers cette femme qui, depuis des années, se bat pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Honorine Zebitege, vous êtes sur ce front depuis des décennies. Quels sont les types de violences que vous avez rencontrés? Et surtout, pouvez-vous nous définir rapidement quels sont les types de violences qui existent? Il y a plusieurs types de violences. Il y a les violences sexuelles, les violences économiques, conjugales, psychologiques, morales, les violences d'État, les violences même des enfants sur les parents. Il y en a autant. Elles s'expriment de toutes les manières en suivant des cas déterminés. D'accord, mais vous êtes présidente de l'ODEFPA, d'accord, oui, au quotidien, et cette association existe depuis une trentaine d'années. Quels sont les types de violences que vous avez rencontrés? Ce que nous rencontrons le plus souvent, ce sont les violences sexuelles, les violences conjugales. Ça, c'est le gros que nous recevons. Les violences conjugales comprennent je les englobe dans les coups et blessures volontaires, dans la spoliation, par exemple, des veuves et des orphelins, tout comme quand c'est psychologique, vous ne voyez pas la violence sur le plan physique, mais elle est interne et elle est plus dangereuse par rapport aux autres. Et généralement, quel est le message que vous adressez à ces femmes qui viennent vous voir, victimes de violences? Le message, c'est de ne pas s'arrêter. Si elles ont le courage de venir jusqu'à l'ODEFPA,
de continuer la lutte, parce que si on désarme en cours de route, ça ne sert absolument à rien. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à briser le silence? Parce que, comme le dit l'ONU, le thème cette année, c'est en cas de violence, briser le silence. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous? Qu'est-ce qui vous a donné la force de briser le silence? Je me suis approprié la question de la dignité. Et nous sommes dans une société machiste où vous avez une race d'hommes qui sont allergiques aux femmes qui sont compétentes. Et le problème part de là également. Il y a des misogynes, des personnes qui sont allergiques aux femmes. Et il est question de dire qu'il y a des pervers narcissiques toxiques, j'ajoute nuisibles, c'est une maladie qui est incurable. Il n'y a que la justice qui est en mesure de les sanctionner. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer. Il est question d'aller jusqu'au bout. Il faut porter plainte. Vous êtes allé jusqu'au bout. Mais la plainte est en cours. D'accord, mais vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez eu gain de cause. Parce que j'ai été rétablie dans mes droits. Je vous parle donc de mon salaire, mais je serai reconstruite lorsque le mis en cause et les complicités qui sont aujourd'hui identifiées répondront de leurs actes. Et donc, dénoncer, oui. Il faut porter plainte. C'est important. C'est le message que vous adressez à toutes ces personnes victimes de violences. Voilà, il est important de dénoncer, d'ouvrir la bouche, de desserrer ses dents. Et la dignité est non négociable. Et pour exemplarité, l'impunité ne doit pas être ciblée. D'accord. Et la fonction ne permet pas l'impunité. C'est important ce que je dis. D'accord. Qui dit violence dit nécessairement prise en charge médicale, suivi judiciaire, ça vous le savez. Et nous allons comprendre, grâce au docteur Isabelle Ndombi, comment cela se passe, la prise en charge médicale. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. En ce qui concerne la prise en charge médicale, les patientes arrivent avec une réquisition le plus souvent. Mais même si elles n'ont pas de réquisition, quand elles viennent voir le médecin, c'est pour établir les faits, parce qu'elles viennent pour un problème de viol. Donc, notre but, c'est d'établir effectivement la véracité des faits. Donc, elles passent en consultation, il y a un examen clinique qui est fait, il y a des examens qui sont demandés et à la fin, il y a un certificat médical qui est établi à la fin de cet examen. Et puis, il y a aussi une ordonnance médicale qui est faite dans le cas où elle a besoin d'être traitée immédiatement. Oui. Imaginons que ce soit une victime qui n'en a pas les moyens. Comment elle fait? Bon, justement, pour l'instant, c'est difficile. Ce sont les victimes elles-mêmes qui prennent leur ordonnance en charge. Mais lorsque nous avons fait nous avons travaillé sur justement les problèmes de violence sexuelle, nous avons proposé qu'il soit offert un kit de prise en charge de ces patientes, un kit qui va comporter des antibiotiques, qui va comporter des antirétroviraux, qui va comporter un vaccin antitétanique, un vaccin contre l'hépatite B et pour ne citer Alors, que à vous ceux-là. écouter, on a l'impression qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Moi, je n'ai pas de moyens, mais j'ai été victime de violence. J'arrive chez le médecin, il fait un constat, il me prescrit quelque chose, il me dit Laetitia, va te débrouiller. Est-ce que ça devrait être comme ça, au-delà de ce que vous venez de proposer à l'État? Mais est-ce que ça devrait être comme ça? Est-ce que le médecin, dans son essence, n'a pas juré de prendre soin des populations qui viendront à lui? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour prendre soin de ces patients, il faut que les médicaments soient disponibles dans le bureau de consultation. Si les médicaments ne sont pas disponibles, ce n'est pas le cas pour le moment. D'accord. Madame Debitege, la question est fondamentale. Prise en charge médicale nécessite qu'il y ait un peu de moyens. Mais dans le cas où on ne l'a pas, vous qui êtes présidente de l'Observatoire, justement, qui lutte contre les violences faites aux femmes, qu'est-ce que vous dites à ces femmes? Ben, nous disons à ces femmes qu'elles doivent se défendre, c'est vrai. Nous avons ce problème des femmes démunies ou qui n'ont pas assez de moyens, ou même celles qui ont des moyens, mais qui est encore sous l'effet du traumatisme. Quand vous êtes sous l'effet du traumatisme, même si vous avez de l'argent, est-ce que vous avez le temps de prendre l'argent? Ce qui est important, c'est d'aller vers une structure qui peut vous venir en aide. Alors, lorsqu'elles viennent, par exemple, à l'Observatoire, nous ne sommes pas des médecins, mais nous faisons le peu que nous avions. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons juste des petits kits, là où il y a le mercurochrome, l'alcool et tout. Il y a des médecins qui nous apprennent que lorsque quelqu'un vient avec une blessure, il faut faire telle ou telle chose. Parce qu'une gifle, par exemple, on vous donne une bonne gifle autour de 6 heures du matin, tenez-vous tranquille, vers 7 heures, on ne voit plus de traces. C'est pourquoi la photo est indispensable
avant même que le médecin fasse le certificat médical. D'accord. Donc, dès qu'on a fini au niveau de l'observatoire, on l'écoute rapidement, mais on la dirige tout de suite vers les spécialistes de la prise en charge médicale, Mais justement, avant d'aller vers la prise en charge judiciaire. judiciaire. Mais puisqu'on en a une, docteur Ndombi, dites-nous. Voilà la jeune fille, je prends un quartier de Libreville du 2e arrondissement, du 1er arrondissement, qui arrive chez vous, il est 1h du matin, on va prendre ce cas précis, qui arrive chez vous, il est 1h du matin, sans père ni mère, qui a été déposée là par une bonne volonté. Elle arrive chez vous, qu'est-ce que vous faites? Quel est le premier geste que vous faites pour lui rendre le sourire ou peut-être la rassurer? Qu'est-ce que vous faites? Excepté l'ausculter, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous la prenez en charge, vous lui donnez les premiers soins, on est d'accord? Oui, dans la salle de consultation, nous avons quand même de quoi prendre en charge les premières lésions. Par exemple, s'il y a des lésions superficielles, nous avons des antiseptiques que je peux utiliser pour nettoyer les plaies. Nous avons qu'on appelle ça, une boîte de petite chirurgie. S'il y a des blessures à suturer, je peux les suturer parce qu'il y a une boîte de petite chirurgie. Au niveau des antibiotiques, c'est surtout les antibiotiques par voie orale qui ne sont pas, problème. voilà, qui Ils sont posent pas problème. disponibles. Voilà, on peut faire des antibiotiques par voie parentérale, la dose d'urgence et puis le reste, elle ferait un relais par voie orale. Et que souhaitez-vous, parce que vous allez nous quitter dans un petit moment, que souhaitez-vous que soit concrètement mis en place en termes de suivi post-violence par les autorités compétentes? On parle du ministère de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au développement chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes. À ce ministère-là, quel est votre message, vous, en tant que praticienne? En tant que praticienne, la première chose, c'est que je souhaiterais que ces dames soient capables d'appeler un numéro pour avertir qu'elles ont été victimes d'une agression sexuelle. Ça, c'est la première chose. Que nous puissions organiser un circuit de prise en charge multidisciplinaire. Parce qu'après la prise en charge, qui implique la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale, la prise en charge judiciaire, la prise en charge communautaire aussi. Ensuite, je souhaite que lorsque ces patientes viennent, une fois qu'elles ont terminé la prise en charge au niveau de la gynéco-obstétrique, si je peux parler comme ça, qu'il y ait une possibilité de faciliter l'accès à l'autre prestataire de soins, à l'autre acteur de prise en charge. Le psychologue, généralement, moi je préfère qu'ils aillent voir le psychologue parce qu'il y a aussi un choc psychologique qui est là, qu'on doit pouvoir gérer à la longue. Ensuite, il faut qu'il y ait plus de prestataires qui soient capables de prendre en charge ces violences. Mais puisque vous parlez, pour le moment... Nous ne sommes pas nombreux. D'accord. Ensuite, pour le moment, ça ne se passe qu'au niveau de Libreville. Or, nous avons entendu Vous voulez que cela soit étendu au reste du pays? Il faut aussi qu'on étudie la possibilité d'étendre aussi aux autres villes. Le message est passé. Madame Koholinde le portera à la table du gouvernement. Merci beaucoup, docteur Ndombi, d'être arrivé. Voilà des cas qui quand même suscite la réflexion. Merci donc de nous rejoindre sur Gabon 24 pour la suite de cette émission. Il y a que l'on célèbre aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le Gabon n'est pas en marge. Et pour célébrer justement cette journée, pour se poser les bonnes questions et pour être en conformité, sinon poursuivre ce que dit la journée internationale, ce que dit l'ONU sur cette journée en cas de violence, briser le silence, eh bien le Gabon, le ministère de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au développement chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes en partenariat avec Gabon 24 a décidé de vous offrir cette édition spéciale. Édition spéciale au cours de laquelle l'on pose les bonnes questions, comme celle par exemple de la prise en charge psychothérapeutique. Et pour nous en parler, nous recevons le docteur Gildas Bika. Il est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo Ondimba. Il est psychoclinicien. C'est bien joli tout ça, tous ces termes-là, mais vous faites quoi par rapport à une victime de violence? Alors, ça dépend de la manière dont elle arrive. Si elle arrive en état de choc, après avoir été traumatisée, violentée, blessée, brutalisée, violée, séquestrée et j'en passe, nous allons procéder à une évaluation de l'état psychologique de la victime afin de savoir si la demande s'adresse au psychologue clinicien ou si elle doit d'abord passer par le psychiatre. Et donc, si elle est en état de choc,
il faudrait d'abord l'orienter vers le psychiatre pour que la patiente, la victime, soit stabilisée. Et c'est seulement après qu'elle aura été stabilisée qu'elle pourra revenir, être adressée à un psychologue clinicien pour à nouveau évaluer la demande et éventuellement commencer un travail de prise en charge thérapeutique. Qui dit prise en charge dit coût. Est-ce que lorsqu'on vient voir le psychoclinicien que vous êtes, on débourse de l'argent ou est-ce que vous offrez vos services comme ça à ces personnes qui sont véritablement vulnérables? Alors, dans les structures publiques comme le centre hospitalier universitaire de Libreville, la consultation avec la CNAMGS est à 2000 francs. Et si le patient n'a pas de CNAMGS, en général, la prise en charge coûte 10 000 francs. Est-ce qu'il y a dans toutes ces cliniques un psychoclinicien que l'on trouve, enfin tous ces hôpitaux, on va le dire comme ça puisqu'on parle du public là, est-ce qu'il y a toujours un psychologue? On vous a jamais vu, moi je n'ai jamais vu de psychologue dans un hôpital de la place. Où est-ce qu'on vous trouve? Où est-ce que vous vous cachez? Et pourtant, ils existent. Peut-être pas en nombre suffisant. Je rebondirai peut-être sur la question posée au docteur Ndombi. Oui. Au CHL, par exemple, au Centre hospitalier universitaire de Libreville, il y a 2 psychologues cliniciennes. Ce sont des dames. Un centre hospitalier. Oui, Madame Suzanne Misuke et Madame Sonia Ngele. Et j'ai appris cet après-midi qu'il y a 6 autres psychologues cliniciens qui ont été affectés. Qu'est-ce que vous voyez proposez que leur concrètement? nombre n'est pas important. Le nombre n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que vous insignifiant. proposez? L'État nous regarde, le gouvernement nous regarde. C'est la journée internationale qui nous permet de nous poser les bonnes questions sur ces violences subies par les femmes à travers le Gabon, à travers le monde. Mais pour le cas spécifique du Gabon, vous qu'on ne voit jamais là, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce que vous dites à ce gouvernement qui vous regarde? Et pourtant, nous existons. Oui, mais pas en nombre suffisant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y en a à Mélène, par exemple, au Centre national de santé mentale. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la donne change? Mais il faut recruter en nombre suffisant des psychologues cliniciens qu'il faudrait également affecter à l'intérieur du pays, de telle sorte qu'ils puissent prendre en charge les victimes des violences de toute nature dans les coins les plus reculés. C'est aussi simple que ça. Il faut aussi, bien sûr, parfaire la formation de tous les acteurs de prise en charge, y compris les psychologues cliniciens. Dans le monde, on dit qu'il y a 35% des femmes qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire ou d'autres personnes. Il y a 52% de femmes mariées ou en union libre qui prennent pas leur décision. Près de 750 millions de femmes et de filles dans le monde étaient mariées avant leurs 18 ans. Une femme sur 2 est tuée dans le monde ou assassinée par son partenaire ou sa famille. En 2017, 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. Devant des chiffres aussi alarmants, qu'est-ce qu'on dit? Au niveau du Gabon, quels sont les chiffres? Au niveau du Gabon, il y a eu une enquête en mai 2016. Je vais juste donner quelques chiffres par rapport aux violences basées sur le genre. Au niveau des violences sexuelles, nous avons 90%. Au niveau des violences économiques, 83%. Au niveau des violences physiques, 64%. Violences psychologiques, 49%. Violences verbales, 48%. Lorsqu'on écoute ces chiffres, on est en droit de s'interroger sur ce que fait véritablement l'État. Vous avez été ministre de la Famille. En votre temps, qu'avez-vous fait pour que ces chiffres-là ne dépassent plus ceux qui sont déjà là parce que ce qui est fait est fait? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Mais concrètement, nous avons d'abord lutté parce que vous savez, il faut avoir une base juridique pour bien se défendre. Le code pénal est global. La première chose qui a été faite, c'est qu'il fallait d'abord informer véritablement les femmes, parce que nous parlons aujourd'hui de briser le silence. Les femmes sont enfermées dans la loi de l'omerta. Elles ne veulent rien dire. Il était question de les débloquer par diverses sensibilisations, non seulement à Libreville, mais j'ai fait toutes les provinces du Gabon pour dire il ne faut pas se taire, il faut parler. Malgré cela, il y en a quand même qui sont toujours dans le silence, mais à cause de cette sensibilisation accrue, c'est pour cela que cette enquête finalement a pu être faite. Elle date de quand?
mai 2016. Nous sommes en 2019. 3 ans après, les violences sont toujours les mêmes. Et l'on est en droit de s'interroger sur qu'est-ce qui motive ces violences. Pourquoi est-ce que, malgré les quelques dénonciations, si dénonciations il y a, malgré le travail des organismes internationaux, malgré le travail des ONG, il y a toujours autant de violences. Merci de nous avoir rejoints. Je parle de vous, Madame l'ancien ministre de la Famille. Vous êtes Estelle Ondo, vous êtes honorable députée. Là-bas, vous portez la voix des femmes. Mais pour ce que vous avez vécu, vous, en tant que ministre de la Famille, ces chiffres-là, comment on fait pour renverser la tendance? D'abord, merci. Permettez-moi quand même de rappeler le contexte dans lequel le Gabon a évolué. Donc, s'alignant sur la décision de l'Union africaine qui avait décrété la décale donc, pour la promotion de la femme africaine, le chef de l'État a décrété au Gabon la décennie de la femme qui part donc de la période 2015 à 2025. Période durant laquelle nous devons, de manière significative, promouvoir le rôle de la femme dans notre société, promouvoir le statut de la femme. Donc, pendant donc, cette période, il y a eu cette large concertation dans tout le Gabon pour voir à quel niveau se trouvaient les femmes gabonaises, quels étaient leurs statuts, quels étaient les problèmes. Donc, un véritable état des lieux a été fait et on a fait donc ce plan décennal pour justement connaître les pistes qu'il faudra emprunter. Vous disiez des choses pertinentes, mais comment les mettre en œuvre? C'est encore une question de moyens. Or, les femmes sont souvent reléguées à un second plan. Comment on fait toutes ces choses? Donc, c'est justement un combat que je mène au niveau donc, de l'Assemblée nationale pour voir comment augmenter le budget justement pour la femme, pour la promotion, la défense des droits des femmes. Donc, il faut vraiment que nous puissions gagner cela. Donc, déjà au niveau donc, du budget, parce que c'est vrai, il y a un département dédié à la femme. Il faut maintenant que les moyens suivent et que la représentation nationale puisse nous aider aussi à voter un budget significatif et important pour que le combat qui est mené soit effectif. Il y a une autre problématique, c'est la femme elle-même. On a souvent l'impression que la victime défend le bourreau une fois devant les juridictions. Comment ça se passe? Je vous disais tout à l'heure que nous avions commencé par la sensibilisation pour débloquer ces femmes. Ensuite, il y a le problème de droit. Il a été question de déblayer tous les textes discriminatoires en raison du sexe. Il fallait les enlever et mettre sur pied un véritable statut juridique pour cette femme-là, pour qu'elle puisse se défendre. Ce travail, l'État gabonais l'a fait au niveau des textes, au niveau du suivi, ainsi de suite. Mais quel est le problème? Lorsque un texte est pris en votre faveur, c'est vous qui devez vous approprier du texte. Vous vous appropriez du texte, vous savez ce qui est à l'intérieur pour savoir comment vous pouvez vous défendre. Tout ce que nous avons dit depuis le début de l'émission, c'est dans les textes. Mais lorsqu'on vous donne ces textes, on dit voilà, si vous êtes victime de telle ou telle violence, parce que là, on s'est appesanti seulement sur les violences physiques, mais il y a, par exemple, le problème des répudiations de nuit. On met une femme dehors la nuit, elle ne sait pas où partir. Je crois que Madame le ministre a égrené cela. On la recueille dans une association ou des personnes de bonne volonté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la conduit là où elle doit partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant on est à la fin du rouleau, elle recule. Non, 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 c'est ma mère qui m'a dit de ne plus porter plainte, ainsi de suite. Le ministère public, c'est vrai, va continuer les poursuites. Mais il aurait été quand même bien que la personne qui a subi aille jusqu'au bout. Donc, le ministère public va requérir des peines, le président du tribunal va juger, mais la personne qui devait être là, c'est-à-dire la partie civile, pour édifier les autres, n'est pas souvent là parce qu'elle a reculé. Le problème, c'est pour ça que je dis, parmi les problèmes qu'il y a autour des violences, nous-mêmes les femmes, nous sommes concernés. Comment renverser les choses alors? En renversant les choses,
il faut, c'est pourquoi nous disons que la puissance de la parole, c'est-à-dire la sensibilisation, ne doit pas s'arrêter En à tous les 2019, niveaux. en À tous les 2019 niveaux. on a sensibilisé, il n'y a eu que des sensibilisations, les ONG étaient sur le terrain des sensibilisations, mais les violences sont toujours effectives. Comment on règle la question? Mais enfin, vous savez, le problème des violences, c'est un problème vieux comme le monde. Vous le savez, c'est un problème qui touche au mental, c'est un problème qui touche aux plaques socio-culturelles, je les appelle comme ça, l'éducation de base qui a été donnée aux unes et aux autres. On a dit à l'homme, c'est toi le super chef, tu as le droit de correction, tu as le droit de tout faire. Et on a dit à la femme, tu dois te taire. Et ce que je dis, c'est à tous les niveaux, quels que soient les diplômes que cette femme peut avoir, quels que soient les diplômes que cet homme peut avoir, il y a ces plaques socio-culturelles qui ennuient et qui font en sorte que même s'il y a des beaux textes, même s'il y a des condamnations, même s'il y a tout, depuis des années qu'on dit que le vol est mauvais, est-ce que les gens ne continuent pas à voler? Par rapport aux structures d'accueil, les associations aujourd'hui, les fondations font un travail terrible qui devait être fait par l'État. L'État n'a qu'une seule structure, c'est insuffisant. Nous recevons les femmes de nuit, nous les gardons, mais on ne peut pas les garder pendant longtemps. D'accord, on a Par compris. exemple. On a compris tout cela. Votre mot de la fin, parce que vous allez nous quitter. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Votre mot de la fin, Madame Honorine Debitege, en 2019, les violences, vous nous avez parlé de chiffres de 2016, c'est énorme. L'on parle de briser le silence. Comment véritablement ces femmes victimes de violences peuvent briser le silence et obtenir gain de cause? Vous qui êtes à la fois magistrat et président de l'Observatoire. Eh bien, prendre toutes les armes de combat. La première arme de combat, c'est le courage. La deuxième, c'est l'appropriation des droits. La troisième, c'est de se lever, de dénoncer. La quatrième, c'est l'État qui l'a, parce qu'il faut que l'État, comme le président l'a fait la fois dernière, comme la fondation, parce que lorsque nous avons parlé du problème des veuves et des orphelins dans ce pays, c'était d'abord tabou. Il a fallu une volonté politique et il a fallu qu'une femme se lève. D'accord, Madame Sylvia Bongo Ondimba, que nous saluons au passage. Nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui. Très Il bien. faut que l'État s'implique totalement et j'ajoute qu'on ne doit pas continuer à dire que c'est un problème de femmes. D'accord. Et ça, c'est le énervant. problème de la société. C'est un problème de société. Voilà, le c'est problème dit. des violences basées sur le genre, c'est un problème de société. Et D'accord. il faut que l'État s'en approprie. Et j'ajoute, parfois, le ministère a déjà commencé à faire un grand travail. Après, le ministère disparaît. Après, il réapparaît. Après, il disparaît. Nous traversons la décennie de la femme, Madame Honorine Debitege. Vous aurez tout le temps de traiter de ces questions. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que cette édition spéciale est co-organisée par le ministère de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci, Madame le ministre, d'avoir été avec nous. Continuez de porter la voix des femmes. Dernier mot avant de nous séparer. Je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Madame Rapidement, s'il vous Debitege. plaît. Vraiment, Une minute, en oui. une minute, vraiment, comme elle a dit, c'est un problème de société. Il faudrait vraiment que nous puissions former nos jeunes enfants aux droits humains. Parce que les violences basées sur le genre, c'est pas seulement sur les femmes, hein, Oui. c'est sur les hommes Elles et les sont femmes. Mais la également prévalence, exercées sur les- c'est que les violences sur les femmes, elle est beaucoup plus importante. Donc il faut former les jeunes garçons, Et les les jeunes jeunes filles. filles, justement aux droits humains pour que la société change de façon générale. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous allons prendre cette question du public et nous retrouver avec les prochains invités de cette édition spéciale. Aujourd'hui, on dit que les victimes ne vont pas jusqu'au niveau du tribunal, qu'elles désistent. Est-ce que cela n'est pas dû aux différents types d'auteurs? Donc, je voudrais savoir comment pouvez-vous aujourd'hui rassurer ces victimes-là qui sont violentées par ces personnes, ces autorités-là, si on peut les appeler ainsi? Aujourd'hui, on dit que les victimes ne vont pas jusqu'au niveau du tribunal, qu'elles désistent. Est-ce que cela n'est pas dû aux différents types d'auteurs? Donc, je voudrais savoir comment pouvez-vous aujourd'hui rassurer ces victimes-là qui sont violentées par ces personnes, ces autorités-là, si on peut les appeler ainsi?
Merci beaucoup. La question s'adresse à vous. Belle entrée en matière. Avant que de revenir au lieutenant-colonel, je rappelle que vous êtes Madame Marie-Anne Boga, magistrat procureur général près de la Cour de cassation. La question s'adresse à vous. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie d'émission. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Les lenteurs administratives, au-delà, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les victimes de ce type de personnes? Merci, Madame Laetitia, de me passer la parole. Les victimes, comme on l'a répété tout à l'heure, doivent avoir le courage de dénoncer les faits. Les représentants gouvernementaux vous ont dit tout à l'heure que nous avons plus ou moins désormais une législation aux normes, qui reste peut-être à parfaire. Permettez-moi de rappeler les fondamentaux de cette journée. La célébration de cette journée naît d'une violence exercée contre des femmes en République dominicaine, au Canada, d'où les 16 jours d'activisme. Parce que la communauté internationale s'est réunie et a dit « ce n'est pas normal ». Et vous constaterez que même dans notre pays, l'implication est vraiment pluridisciplinaire. On va aller étape par étape, parce Oui, qu'on oui. est face à l'appareil judiciaire, donc le dernier maillon de la punition. Le dernier maillon. Après, oui, le premier maillon, on va le dire comme ça, qui punit ces violences-là. Mais on se rend compte que les femmes qui vont jusqu'au tribunal, qui passent, et on parlera de cela avec le lieutenant-colonel, qui arrivent jusqu'à vous, n'ont pas gain de cause. Donc pour la plupart, c'est on va encore faire comment et on baisse les bras. Qu'est-ce que vous, en tant que juridiction compétente, faites concrètement pour aider ces femmes, pour les rassurer, comme la question de la jeune fille? Dans les violences faites aux femmes, il faut remarquer qu'il n'y a pas que des violences physiques. C'est-à-dire qu'il y a des violences, des types de violences, comme Madame Herveau l'a dénoncé. Ça, c'est une violence particulière, elle est psychologique, c'est une violence morale. Cette violence-là, le procureur ne va pas forcément se l'approprier. Il appartiendra à la victime d'aller jusqu'au bout de sa logique sur le plan professionnel et si elle estime qu'elle a subi un préjudice moral, elle poursuit son action en tant que partie civile pour obtenir réparation. A priori, ce qui se pose, la difficulté que Mme Zebtegue a évoquée tout à l'heure, c'est la prise en charge de cette victime qui dénonce les faits, qui prend même un certificat médical, qui est pris en charge par les médecins, les psychologues et autres. Puisque la justice arrive au bout de la chaîne, il faudrait qu'elle continue, qu'elle ne se contente pas de ce qu'elle a déjà reçu et qu'elle avance. Mais l'action se bloque à ce moment-là. Or, comment faire pour débloquer? Voilà. Comment faire pour débloquer? Nous en revenons toujours au fait qu'il faut s'approprier ses droits, les connaître et savoir qu'il n'y a pas de personne que l'on ne puisse sanctionner dans notre pays. D'accord. Moi, j'aime beaucoup ça me permet de m'adresser au lieutenant-colonel Sylviane Moussavou, qui est commissaire du 3e arrondissement de Libreville, point focal justement au niveau de la police, de ces questions de lutte contre la violence faite aux femmes. Vous êtes face à une victime, on va prendre un cas pratique, une victime arrive chez vous, qu'est-ce qui se passe au niveau de la police? Merci encore de m'avoir donné la parole. Moi, je pense que le problème, c'est nous-mêmes les femmes. Le thème, c'est brisons le silence. Mais pour briser le silence, en cas de violence, il faut que nous-mêmes, on soit déterminés. Comme disait Mme Zebitegue, il faut dénoncer les faits. Si nous ne dénonçons pas les faits, on va souffrir et souffrir. D'accord, mais on arrive à la police, généralement, c'est les ententes. J'en viens. Briser le silence aussi, il faut qu'on apprenne nous-mêmes les femmes à refuser de se faire violenter. Il faut dire que les femmes, parfois, nous-mêmes, on accepte de se faire violenter. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, parfois, le mari est là, il viole ses enfants. Enfin, il y a elle-même l'époux du monsieur, de l'homme. En même temps, il viole ses enfants. Elle refuse de partir de là parce qu'elle subit plusieurs violences. Elle refuse de partir de là parce qu'elle va avoir la dépendance financière, parce qu'elle elle veut rouler dans des grosses voitures. Elle va être toujours la dame qu'on va voir qu'elle est au top. Or, en fait, elle subit, elle souffre. Elle fait souffrir en même temps les enfants. Donc, pour briser aussi le silence, il faut qu'on ait la force et la détermination de dire « je n'en veux plus, je pars ». Une jeune personne qui arrive chez vous, qui a été violentée, concrètement, quel est le travail de la police dans une violence? Au niveau de la police, quand nous recevons les victimes de violences, sous toutes ses formes, généralement, on accueille la victime, on l'écoute. On a d'abord ce qu'on appelle l'écoute initiale, au niveau de la police. On écoute la victime dans une pièce. Généralement, ça se passe à huis clos, parce qu'il ne faut pas que ça soit en public, sinon la personne n'a pas le courage de s'exprimer. On l'écoute,
Une fois qu'on l'a écouté, on oriente la victime à l'hôpital. Comme on disait tout à l'heure dans la prise en charge, on a dit qu'il y avait le médical qu'il fallait prioriser. Donc c'est d'abord le médical. On établit ce qu'on appelle une réquisition à personne qualifiée. Donc la victime, on l'oriente, si ce sont des coups et blessures volontaires, elle va aller vers un autre médecin. Si c'est au niveau des viols ou des violences sexuelles, elle va aller voir soit le docteur Ndombi, soit le docteur Bouissangoué, avec une travaillante. Non, je n'ai pas fini. Une fois qu'elle établit la réquisition, elle revient avec la réponse chez nous, qui est sous pli fermé. On regarde ce que le médecin a dit, ça c'est dans le cas des violences sexuelles. On ouvre une enquête préliminaire chez nous. Au niveau de la police, la gendarmerie, c'est une enquête préliminaire. D'accord? On entend la victime, on entend toutes les parties. Donc, les présumés auteurs ou le présumé auteur, l'enquête de voisinage. Qui généralement n'est pas connu, ou s'il est connu, il n'y a rien qui est fait. Mais s'il est connu, généralement, on mène des enquêtes avec l'appui de la victime. Parce que c'est la victime qui connaît, qui a subi la violence, celle qui connaît son bourreau. Donc, c'est la victime qui peut vous orienter afin d'interpeller les présumés ou le présumé auteur. Une fois qu'ils sont entendus, l'enquête est montée. Toutes les parties ont été entendues, l'enquête de voisinage est faite au cas où l'auteur est connu. En ce moment, on fait un rapport qu'on adresse au procureur de la République et on transmet la procédure au parquet. Avec la victime, on accompagne la victime jusqu'au parquet et notre travail s'arrête au niveau du parquet. Et s'il y a un résultat, c'est-à-dire si la personne est placée sous mandat de dépôt à la prison centrale, on accompagne l'auteur, le présumé auteur ou l'accusé. Donc votre travail, il est tout simple. Il est juste de constater les faits, de diriger vers le médical. Constater les faits, savoir s'il y a eu infraction au niveau de la loi pénale. Ensuite orienter vers le judiciaire qui lui prend la main. Voilà. Donc vous n'avez pas un rôle précis, mais qu'est-ce qui explique que généralement les victimes ne vont pas dans les commissariats parce qu'elles disent craindre pour leur vie. Ces personnes ont souvent des points focaux, pour reprendre votre terme, point focal. Donc des points focaux dans les ministères qui ne poussent pas la procédure jusqu'au judiciaire. Comment vous l'expliquez ça? En fait, comme on disait tout à l'heure, la victime doit être déterminée, doit savoir ce qu'elle veut exactement. Mais je dis, s'il y a par exemple en face d'elle une personne qui exerce une quelconque pression et qui l'empêche d'aller jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un suivi de votre part derrière? Oui, mais pour que nous on ait le suivi, comme on disait, il faut que la victime ait la force et ait le courage et envie de porter plainte et envie de dénoncer les faits. Une fois que les faits sont dénoncés, si nous on peut l'appuyer, on l'appuie. D'accord. Si vous ne pouvez pas, vous laissez tomber. Non, pas qu'on laisse tomber, mais on a le courage, en fait on a la force avec la victime. Avec la victime. Donc, comme on disait Madame Ndombi, si la victime elle-même repart chez elle, il n'y a pas longtemps on a reçu une dame qui est violentée par son mari et voulait porter plainte. On a écouté la dame, on a fait une convocation à son mari. Le lendemain, elle dit qu'elle ne veut plus parce qu'elle a peur de divorce, sa belle famille ne veut pas qu'elle entraîne son mari devant les tribunaux. Je ne veux plus, vous arrêtez. Vous n'allez pas l'harceler si elle ne veut pas, c'est elle qui doit vous donner la force de l'accompagner devant les tribunaux. Dans ce cas de figure, on fait quoi? Quelqu'un a été violenté. Elle arrive chez le policier et dit « Demain, je ne veux plus ». Est-ce que vous, la justice, ne pouvez pas vous auto-saisir pour que cette histoire, que cette femme ait finalement raison ou que les faits soient punis ou pas? C'est très bien que dans des situations comme ça, en général, elle prend instruction près le procureur de la République, qui, lui, a l'avantage d'appartenir au corps judiciaire et qui n'est pas soumis à l'exécutif. D'accord. À partir de ce moment, le procureur donne des instructions à son OPJ pour agir. Et endossant le rôle de ministère public, procureur de la République, j'aime à le dire, procureur de la loi, donc défenseur du faible, il prendra tous les moyens que le Code de procédure pénale lui donne pour agir contre ce monsieur par l'intermédiaire de l'OPJ. Dernière question, et c'est la question qui revient très souvent avant de repartir vers le public, il y a certainement d'autres questions. Généralement, lorsque on appelle la police à une certaine heure de la nuit, elle ne se déplace pas. Alors les Gabonais s'interrogent, est-ce qu'elle est du côté de la loi ou est-ce qu'elle est du côté des bourreaux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que lorsqu'une victime est violentée, elle se retrouve dans un quartier qui n'est pas éclairé, donc elle a peur pour sa vie, parce que voilà, nous sommes exactement à une heure très avancée de la nuit. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous ne réagissez jamais? La police n'est jamais proche des victimes. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Dites-nous tout. D'accord. La police est là pour la protection des personnes et des biens. Dire que l'on ne répond pas, je ne suis pas d'accord. La police fonctionne 24 heures sur 24. Si y a-t-il un numéro? Oui, il y a nos numéros. Est-ce qu'il fonctionne correctement? On vous appelle 18 12 12, le 04 qui est opérationnel, 18 12 12, qui fonctionne, qui si vous appelez même maintenant ou dans la nuit,
La dernière fois, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur a tenté ce numéro. Il est passé, il a eu le policier. C'était le ministre d'État, tout le Non, monde mais attendait son elle ne appel. savait pas, en fait, c'est juste pour vous dire, parce que lui, il voulait faire le test, en fait. Il voulait savoir si ce numéro fonctionnait. D'accord. Il a essayé, ça marche. Vous voyez? Maintenant, c'est parfois aussi... Citoyen lambda peut appeler à n'importe quelle heure. On aurait pu, numéro vert, en fait. On aurait pu tester pour voir si ce numéro passe en direct. Vous pouvez prendre un téléphone, vous le testez, le numéro Voilà, passe. nous allons le faire avec nos équipes. En régie, s'il vous plaît, vérifiez que ce numéro passe parce que Madame le lieutenant-colonel vient de nous l'affirmer. Et c'est un message adressé à toutes les populations qui nous reçoivent, qui nous regardent. Il y a un numéro que vous allez nous rappeler. Il est basé au niveau de la préfecture de police de Libreville. 04 18 12 12. Voilà, 074 074. 18 12 12. Voilà, merci Madame le lieutenant-colonel. On dit Madame le lieutenant-colonel. Madame le colonel. Madame le colonel, s'il vous plaît, tapis rouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et continuez de vous battre pour que les violences cessent enfin. Et c'est ce que l'on souhaite. Merci surtout dans les forces de police où on a l'impression que les femmes sont beaucoup sous le soleil et pas les hommes. Et puis c'est un constat. C'était juste une parenthèse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Boga. Dernière chose, qu'est-ce que vous souhaitez que soit amélioré dans ce dispositif justement de lutte contre les violences faites aux femmes au niveau des juridictions gabonaises? Nous venons de nous doter d'un nouveau code pénal. Les magistrats ont besoin d'être mis à niveau pour s'approprier l'outil, le nouvel outil qui est mis à leur disposition. Voilà, le code pénal qui a donc été revu, c'est cela? En juillet, nous avons un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale depuis juillet 2019. Voilà qui est dit. Merci beaucoup à vous. Madame Boga, je rappelle que vous êtes magistrat, procureur général près de la Cour de cassation de Libreville. Merci d'avoir été avec nous. Et encore une question publique. Merci, madame. Étudiant Bissielou Dia Steven, étudiant à l'université Omar Bongo, Master 2. Ma question s'adresse plus précisément au judiciaire. Suite à un cumul de violences, une femme finit par passer à l'acte. Cette dernière doit-elle être considérée comme un bourreau ou comme une victime? Sidonie Fleur-Rouet, vous répondez directement à cette question. Je crois qu'elle vous est adressée. Vous qui avez occupé ces fonctions, qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur? On considère que ces violences n'ont pas été portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles sont inconnues donc des autorités judiciaires, notamment les multiples violences vécues par la victime. Et c'est pour ça d'ailleurs que je salue l'initiative onusienne de retenir le slogan de briser le silence. Si ces violences sont portées à la connaissance des autorités de poursuite, eh bien oui, on peut considérer que ce sont des violences cumulées, donc plusieurs violences, et si la personne passe à l'acte parce qu'il n'y a pas eu une réponse étatique à ces violences, à ce moment, les juges apprécient certaines circonstances, notamment comment est-ce qu'on l'appelle en droit, l'excuse de provocation. La personne peut également bénéficier de larges circonstances atténuantes parce que ce sont des éléments qu'elle a subis, qui sont connus des autorités et qui l'ont amené à poser cet acte. Il ne suffit pas de déclarer qu'on a été victime de plusieurs violences pour que cela soit considéré. Il faut encore le prouver. Avoir déclaré, première, deuxième, troisième, jusqu'à ce... Et d'ailleurs, je vais surprendre certainement le public et tous ceux qui nous écoutent pour dire que la situation de la femme ou alors le recul de la femme par rapport aux violences ou par rapport à son silence ne peut pas être un élément bloquant pour la justice. Expliquez-nous. Je m'explique. Lorsqu'il y a une infraction d'ordre public, comme des coups et blessures volontaires, comme des viols, comme des violences, je vais dire, économiques qui sont prouvées par la victime, nous l'avons dit, il y a la société également qui est victime, au-delà de la victime privée. Donc, si la victime privée décide de se taire alors qu'on l'a déjà écoutée, ne serait-ce que pour la première fois, eh bien, la victime sociétale, la victime de la société, qui est représentée par le procureur de la République, peut tout à fait poursuivre et sanctionner, non pas la personne qui se rétracte, mais sanctionner l'auteur des violences. D'accord, c'est fait. C'est dit. Vous restez avec nous, Madame Sidonie Fleur-Rouet. Merci de nous avoir rejoints. Madame Simone Minsan, j'aime beaucoup votre sourire. Cela veut dire que le plaidoyer, il fonctionne. Au niveau de la Fondation Sylvia Bongo que vous représentez, comment vous vous auto-saisissez pour parler justement de ces violences, pour y mettre un terme? Je vous remercie de me donner la parole. En fait, la Première Dame a un contact direct avec les femmes.
et souvent ce sont elles-mêmes qui viennent vers elles pour parler de leurs difficultés, des violences qu'elles subissent. C'est ainsi qu'en 2010, elle a été saisie par la cause des veuves qui sont spoliées, violentées, et elle a porté ce plaidoyer avec la diplomatie gabonaise aux Nations Unies, et c'est ainsi que la Journée internationale des veuves a été adoptée. D'accord. Ensuite, elle est revenue au Gabon et des actions ont été menées, des actions sur le terrain ont été menées, avec notamment l'ouverture du centre Mbanja, qui est un centre de la Fondation, qui a permis donc de mettre en place une cellule de suivi psychologique, juridique, pour assister les veuves. Mais ce qui est remarquable, fort remarquable dans ce pays, c'est que les veuves continuent à être spoliées. Oui, parce que c'est un chantier qui est très vaste. Tout à l'heure, on a parlé des mentalités, des pesanteurs culturelles, socioculturelles. Donc, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, beaucoup d'avancées, ne serait-ce que sur le plan législatif, où la première dame aussi, elle a fait le suivi de ce plaidoyer par des actions concrètes. Donc ce chantier, il est vaste, il y a eu des avancées, il reste encore à faire. D'accord. Et ce qui reste à faire, c'est par exemple que les femmes prennent conscience. Et c'est sur ce chemin, on va dire, sur ce terrain, que l'association, le Salon de la Femme, sinon cette plateforme associative, le Salon de la Femme, évolue. Vous essayez de rendre à ces femmes leurs droits, sinon de leur rappeler qu'elles ont des droits. En effet, c'est sur la question de la citoyenneté que le Salon de la Femme mène ce combat, le combat pour les femmes de savoir, d'être conscientes de ce qu'elles sont sujets de droit. Est-ce que vous pensez que c'est le cas en 2019 au Gabon? Lorsqu'on met suffisamment de moyens pour l'autonomisation économique de la femme au motif qu'il faudrait qu'elle sorte de la précarité économique, je souhaiterais que les mêmes moyens soient mis à disposition pour la sensibilisation. Je m'exclus de la victimisation des femmes, parce qu'au Gabon, quand même, les femmes s'expriment. Vous avez entendu Mme Mensa dire que les femmes vont à la Fondation exprimer leur souffrance, leur douleur. Moi, au Salon de la Femme, j'en reçois tous les jours, de jour comme de nuit. Mais il faut dire que les mécanismes étatiques mis à la disposition des populations sont un tout petit peu renversés. Comment voulez-vous qu'une femme qui est violentée et qui se présente dans une unité de police judiciaire, on lui donne la convocation pour aller donner à son bourreau? Qu'est-ce qui devait se faire? Qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce que la loi demande de faire? Une fois qu'on est informé d'une situation de cette nature dans une unité de police judiciaire, le procureur de la République doit être immédiatement informé. C'est écrit, c'est acté. D'accord. Il faudrait qu'on l'exécute. D'accord. Une fois que le procureur est informé, eh bien, qu'on mette les moyens suffisants à la disposition de la police pour que la police puisse se déplacer pour aller déposer la convocation auprès du bourreau, au lieu de demander à la dame qui est déjà traumatisée de repartir chez le bourreau. D'accord. Deuxièmement, lorsque la personne vient, même avant de faire la convocation, et qu'on donne une réquisition à personne qualifiée, notamment un médecin, pour pouvoir établir un certificat médical, la personne va seule chez le médecin. La personne doit être accompagnée par un officier, par soit un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire. Ce sont tous ces éléments qui rassurent la victime. D'accord. Une fois que l'expert saisi, l'expert doit comprendre qu'il s'agit d'une réquisition et qu'il n'y a pas d'argent à demander a priori. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, au-delà de ce que vous venez de dire? Que chacun fasse son travail. Qui doit faire son travail? À savoir que lorsqu'une personne est violentée, qu'il s'agisse des violences physiques, qu'il s'agisse, enfin, je vais dire des coups et blessures volontaires ou du viol, une fois que la personne est violentée, elle se présente auprès d'une unité de police judiciaire. L'officier de police judiciaire qui reçoit la personne doit l'accompagner avec la réquisition, soit exiger ou demander, allais-je dire, à un agent de police judiciaire d'accompagner la personne auprès donc, du médecin requis, et ensuite va déposer la convocation chez l'auteur
Est-ce soupçonnés. que vous vous rendez compte que s'il y a 10 violences là, il y a 10 violences qui se présentent à la police doit accompagner les 10 victimes. De quels moyens elle dispose pour le faire? Je demande à ce qu'on mette les moyens à la disposition de la police. Tout simplement. C'est tout. On va demander les moyens. C'est tout. Monsieur Ce n'est le pas ministre fini. de l'Intérieur, mais La encore, chaîne, rapidement. La chaîne continue. Oui. Et quand ça arrive devant le procureur de la République, le procureur de la République ne peut pas se permettre de dire, je dis bien se permettre de dire, non, comme la victime ne veut plus continuer, donc je ne peux plus. Le procureur doit poursuivre. Je ne peux plus engager. Non, parce qu'il y a la société qui a été troublée et qui a subi un préjudice. Très bien. Donc il revient au procureur de la République, représentant de la société, défenseur de la société, d'aller jusqu'au bout, non pas pour sanctionner la victime, mais pour sanctionner l'auteur, si et seulement si tous les éléments sont réunis. Les violences faites aux femmes, une barrière à l'épanouissement intégral de la femme, c'est l'un des thèmes, le thème national. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, vous, au niveau de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, pour cette année 2019, qu'est-ce qui est prévu à court, moyen et long terme? Nous allons, après, vous prendre congé de vous pour recevoir donc le ministère de la Famille, représenté par Madame Bika, ici. Il y a eu beaucoup d'actions déjà qui ont été menées. Cette année 2019, pour répondre à votre question, a été extrêmement riche en actions. Peut-être vous vous souvenez que nous avons organisé une marche où des milliers de personnes sont venues nous accompagner et nous avons apporté à l'Assemblée nationale un réquisitoire, un plaidoyer pour que les violences faites aux femmes soient arrêtées. D'accord. Et donc, d'ici la fin de l'année, il n'y a rien de prévu. On va passer il y a d'autres choses qui seront révélées en temps et en heure. D'autres actions qui ont été menées. D'accord. Par exemple, tout à l'heure, Madame parlait des associations qui ont de faibles moyens. Nous avons mis en place le prix Agathe Okumba Dokwachege, qui a été d'ailleurs remporté par Madame Honorine Zebitege Tapis Rouge pour voilà, cette pionnière dans la lutte. Oui. Et nous avons financé, nous finançons des associations pour pouvoir porter leur lutte sur le terrain et aller sur l'ensemble du territoire. Très bien. Merci beaucoup, Madame Vincent. Nous allons poursuivre cette émission avec les mécanismes mis en place par le gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que la sensibilisation, oui, elle a commencé, elle doit se poursuivre. Il faut mettre les moyens, il faut doter la police de moyens, mais plus encore, que faut-il faire concrètement pour dire stop aux violences faites aux femmes? Est-ce que la femme elle-même n'est pas responsable aussi de cette violence en acceptant la fatalité? Qu'est-ce que vous dites? Cette question des violences à l'endroit des femmes doit être traitée depuis l'école primaire. Apprendre aux femmes, aux jeunes filles, à se considérer comme des citoyennes. On est surprise, nous, de constater que nous nous taisons, nous ne disons rien lorsqu'on est face à des violences, alors même que ce sont nos mamans qui nous apprennent à ne pas nous comporter comme des citoyennes. D'accord. Et c'est une question essentielle puisqu'on a à côté de nous un représentant et pas n'importe lequel, c'est le directeur général de la promotion de la femme et du genre. Madame Bika, merci d'être avec nous sur le plateau de Gabon 24 pour refermer cette édition spéciale que vous organisez en collaboration avec cette chaîne de télévision gabonaise. On continue. Dites-nous tout. Quels sont les mécanismes? Parce que c'est la question fondamentale. Déjà, pourquoi le choix du thème « Les violences faites aux femmes, une barrière pour l'épanouissement intégral de la femme ». Je voudrais d'abord dire que, bon, si vous voulez, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons le devoir de nous respecter les uns les autres. Personne n'a le droit de violenter personne, ni l'homme. L'homme n'a pas le droit de violenter la femme, tout comme la femme n'a pas le droit de violenter l'homme. Tout à fait. Je suis là pour représenter l'institution qui malheureusement porte la problématique de la violence. Je dis malheureusement pourquoi? Il s'agit d'un problème gravissime d'une part et malheureusement d'autre part parce que malheureusement nous n'avons pas suffisamment de moyens pour lutter contre ce phénomène qui est suffisamment grave. Nous n'allons pas nous complaire dans le fait que nous vivons dans une société que la violence naturellement elle fait partie de toutes les sociétés et il serait difficile d'éradiquer la violence, parce qu'elle fait partie de nous, elle est concomitante de la présence de l'homme sur Terre. Si on vous donnait plus de moyens, vous iriez dans l'arrière-pays, rappeler à ces femmes qu'elles ont des droits et qu'elles doivent briser le silence, vous le feriez? J'allais dire que le Gabon n'a pas à rougir du fait que nous ne faisons pas assez.
Pourquoi je le dis? Dites-nous. Parce que les problèmes qui se posent au Gabon, ce sont des problèmes qui se posent à l'échelle Oui, mondiale. mais pour le cas précis du Gabon, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour lutter contre les violences? Une femme violentée au quotidien ne peut pas s'épanouir, ne peut donc pas être autonome, ni apporter quoi que ce soit à la société. Comment on fait pour arrêter ce saignement? Les intervenants qui m'ont précédé sur ce plateau ont dit que cette journée a une histoire. Elle a une histoire. Et elle a une histoire, pourquoi? Parce que cette violence est perceptible dans le monde entier. Donc il a fallu que l'ONU décrète cette journée comme celle qui, finalement, va, j'allais dire, sensibiliser davantage les hommes et les femmes sur cette problématique. Et ce qui m'intéresse encore dans cette journée, c'est qu'il y a quand même 2 semaines d'activisme qui font que, 16 jours d'activisme qui font que, durant tout ce temps, on va sensibiliser et les hommes et les femmes parce que, comme je l'ai toujours dit, ce sont des partenaires indéfectibles. D'accord. Mais est-ce qu'il faut attendre le 25 novembre de chaque année? Madame Bika, vous qui êtes DG... C'est notre combat de tous les jours au niveau du ministère, de la promotion... Action concrète, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Action concrète, je partirai de l'enquête qui a été faite en 2015. D'accord. Cette enquête a abouti aux conclusions que nous observons, c'est-à-dire les violences sont récurrentes au niveau de notre nation. Et cette enquête a donc abouti à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte, une stratégie nationale de lutte contre les violences. Qui porte sur la protection, une meilleure protection de la femme, si vous voulez, une meilleure prise en charge de la femme également. D'accord. Concrètement, à court, moyen et long terme, que prévoit le ministère dont vous êtes l'une des représentantes, sinon la représentante sur ce plateau, pour les femmes, pour lutter contre ces violences? Nous allons sensibiliser. Encore une fois? On ne va pas se fatiguer de sensibiliser. C'est à partir de là que la femme prendra conscience de ce qu'elle est et des droits que l'État lui offre pour pouvoir effectivement mieux se défendre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous assure, 52 minutes ne suffisent pas. Qu'est-ce que vous nous dites en fin d'émission? Qu'est-ce que vous rappelez à ces femmes qui vous regardent, victimes de violences ou pas? J'ai entendu ici sur ce plateau des personnes dire qu'il faudrait ceci, il faudrait cela, il faudrait... Mais qui coordonne? Le ministère. C'est aujourd'hui, non madame, sur le terrain, je ne pense pas que le ministère puisse coordonner. Je ne pense pas, ça ne va pas être possible. D'accord, mais on va souhaiter qu'il y ait une collaboration entre les ONG et le ministère pour que les choses fonctionnent bien. Je voudrais dire, toujours dans le cadre du déroulé de la stratégie, le ministère en charge des droits de la femme est en train de mettre en place un circuit qui rentre donc dans le cadre de cette stratégie de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Et pour dénoncer, un numéro gratuit serait mis en place. Il sera mis en place quand? Le plus tôt possible. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, mesdames, d'avoir clos avec moi le débat consacré à la célébration de la journée contre les violences faites aux femmes, des violences qui ont plusieurs visages, on l'a constaté, mais les autorités compétentes continuent de travailler dans le sens de diminuer ces violences, pour ne pas dire éradiquer ces violences. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci au ministère de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au développement chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci à vous, charmant public. Merci d'avoir été avec nous. Et restez sur Gabon 24. L'information se poursuit.